Donc je vais vous présenter un survol de l'histoire de la Bretagne au XXe et au XXIe siècle, en soulignant les principales caractéristiques de cette région et les mutations importantes qu'elle a connues depuis les années 1950-1960. Alors, il s'agit bien sûr de la Bretagne historique, composée aujourd'hui de 5 départements issus de la province de Bretagne supprimée pendant la Révolution française. Or, en 1941, le régime de Vichy a réduit la région Bretagne à 4 départements. Naturellement, la Loire, qui était dite inférieure et qui est devenue atlantique, en fait partie. Ce qui caractérise cette région, c'est d'abord que nous avons affaire à une région peu industrialisée, qui d'une certaine façon a raté le décollage de la révolution industrielle du XIXe siècle, même si il existe dans les ports et dans les villes des noyaux industriels, que ce soit militaires, je pense aux arsenaux de Brest, de Lorient, d'Indray, ou aussi en Basse-Loire, à Nantes et à Saint-Nazaire. Cette région donc a été pendant très longtemps et est encore une région très agricole qui, pendant des siècles et jusqu'aux mutations récentes, a connu une agriculture vivrière, familiale, avec des petites exploitations mises en œuvre, mises en valeur par des familles souvent très nombreuses, ce qui explique que depuis la fin du XIXe siècle et en plusieurs vagues successives, avant la guerre de 1914, après la Première Guerre mondiale, après aussi la Seconde Guerre mondiale, une grande partie des forces vives de la région a été contrainte de s'exiler, alors des campagnes vers les villes et aussi en dehors de la Bretagne, vers la région parisienne, vers le Havre en particulier, pour y chercher du travail. Cela explique en partie, et pas seulement, le déclin, le recul de la pratique de la langue bretonne en Basse-Bretagne et du gallo considéré alors comme un patois en Haute-Bretagne. Cette nécessité pour les jeunes de trouver du travail en ville fait que l'apprentissage et la maîtrise du français étaient une nécessité, encouragée d'ailleurs souvent, il faut bien le dire, par les familles. Alors cette région agricole relativement pauvre a connu une mutation considérable dans les années 1960 lors de ce qu'on a appelé la révolution silencieuse. On est passé d'une agriculture vivrière très peu motorisée avant la Seconde Guerre mondiale à cet essor de l'élevage industriel. Donc, auparavant, c'était une agriculture, une polyculture avec un petit peu d'élevage. Et là, cette transformation a donné naissance à une économie agro-industrielle basée sur plusieurs cycles de développement, élevage de poulets, élevage laitier, etc. Ce qui a fait de la région la première région d'élevage de France. Cette mutation a aussi entraîné le développement d'un pôle d'industrie agroalimentaire tout à fait important, soutenu ou développé soit par des coopératives, je pense par exemple à celle de Landerneau, qui était d'ailleurs tenue par les milieux les plus conservateurs politiquement, mais aussi par des firmes privées, à partir des années 1950-1960. Il y a donc eu une véritable révolution, mais aujourd'hui, ce modèle agricole breton atteint ses limites, puisqu'il provoque une pollution tout à fait intensive. Alors, à côté de ces campagnes qui, pendant très longtemps, ont été pauvres, qui ont exporté leur main-d'œuvre du village vers la ville,
eh bien, on a aussi sur les côtes une agriculture plus riche, et surtout la mer est un débouché important pour cette région, que ce soit la pêche, avec soit des petits ports de pêche ou des beaucoup plus grands ports de pêche à Lorient, sur la côte sud du Finistère, qui a induit l'essor d'une industrie de la conserverie pendant une grande partie du XXe siècle, que ce soit aussi comme débouché pour une partie de la population, puisque pour beaucoup de jeunes, l'engagement dans la marine nationale, dans la royale, a été un moyen de promotion sociale d'une certaine façon. Donc région peu industrialisée, avec néanmoins des efforts tout à fait considérables à partir des années 60, dans le cadre d'une décentralisation industrielle soutenue par l'État. Et le meilleur exemple est sans doute celui des usines automobiles Citroën à Rennes. Cette politique volontariste a été mise en œuvre par un organisme original en Bretagne, créé au début des années 1950, le CELIB, comité dirigé, présidé par René Pleven, personnalité politique importante, ancien Français libre, ancien collaborateur du général de Gaulle à Londres, élu des Côtes du Nord, qui avait ses entrées au ministère et qui est parvenu à fédérer toutes les forces vives de la région, à gauche comme à droite, les syndicats, les collectivités territoriales, pour développer justement cette région qui s'est transformée dans les années 60-70. Alors cette Bretagne, pendant longtemps rurale, je le disais, a été considérée comme conservatrice, une région très catholique, très pratiquante, c'est un autre trait tout à fait marqué, avec des pratiques religieuses très élevées jusqu'aux années 50-60. La Bretagne était d'ailleurs considérée, ou au moins le Léon, comme la terre des prêtres, avec beaucoup de vocations religieuses. Or, ce microcosme politico-religieux avait évidemment des conséquences. Cette domination de l'Église et de la hiérarchie catholique, de milieux souvent cléricaux, s'est traduite politiquement par un vote conservateur, un vote à droite pendant longtemps. C'est traduite aussi par des mutations internes, et on observe à partir des années 60 une profonde crise de l'Église catholique à partir et après Vatican II, ce qui a provoqué un effondrement littéralement de la pratique religieuse dans la région depuis une quarantaine d'années. D'un autre côté, politiquement, cette évolution est importante parce que des minorités catholiques de gauche se sont émancipées de la tutelle de la hiérarchie et à l'aide ou à partir, par exemple, du syndicalisme chrétien de la CFTC devenue CFDT, ces catholiques de gauche, très minoritaires, ont fait évoluer politiquement la région, en adhérant ou en militant au PSU, par exemple, puis ensuite au nouveau Parti socialiste. Ceci dit, la Bretagne n'est pas qu'une région de droite conservatrice, même si, par exemple, en 1936, au moment du Front populaire, il n'y avait que 14 députés de gauche, 8 socialistes et 6 radicaux socialistes et 30 de droite. Mais des milieux, des villes se positionnaient davantage à gauche. Ces villes sont de tradition bleue depuis la Révolution française et elles ont évolué au XXe siècle avec un ancrage du radicalisme, une évolution du radicalisme vers le socialisme. Brest étant la première ville socialiste, première municipalité en 1904 puis 1912, premier député socialiste élu à Brest avec Goude en 1910.
Et dans certaines zones rurales, je pense au centre-Bretagne, je pense au Trégor, on a, parce que l'anticléricalisme et la tradition républicaine bleue est forte, on a une évolution vers un vote socialiste et même pour le centre-Bretagne vers un vote communiste après la Résistance et après la Seconde Guerre mondiale. Donc nous avons un paysage beaucoup plus diversifié politiquement, même si pendant longtemps les forces de droite ont dominé, avec néanmoins là aussi des mutations internes, puisqu'on voit émerger au début du XXe siècle un courant démocrate chrétien qui donnera naissance, après la Seconde Guerre mondiale et la résistance, au MRP, famille démocrate chrétienne appuyée notamment sur un grand quotidien régional, l'Ouest éclair d'abord, puis Ouest France à partir de 1945, grand quotidien régional qui marque aussi de son empreinte cette région. Donc des évolutions, des mutations accélérées par la guerre mondiale, la seconde, et aussi par, je dirais, la crise, les événements de 1968, de mai 68, qui ont été importants en Bretagne, bien sûr dans les villes universitaires, à Rennes, à Nantes, à Brest, où il y a eu des mobilisations très très fortes. Nantes a même connu ce qu'on a appelé la Commune de Nantes pendant quelques jours, une véritable autonomie. Tout cela ayant nourri par les syndicats, notamment la CGT et la CFDT, ayant nourri des mobilisations sociales dans les années 70, avec des grandes grèves dans le milieu agricole, dans les abattoirs, ou encore dans les industries décentralisées. Je pense à la grande grève du juin français à Saint-Brieuc en 1972. Cette évolution sociopolitique s'est traduite aussi électoralement, puisque en 1977, au municipal, nous avons une forte poussée de l'Union de la gauche et du Parti socialiste. Les grandes villes comme Rennes, Nantes et Brest basculent à gauche, et aussi des plus petites villes. Cette évolution se traduisant en 1981 par une majorité de députés socialistes à l'Assemblée nationale, alors que sous la 4e et les débuts de la 5e République, les centristes démocrates chrétiens et les forces de droite étaient hégémoniques dans la région, avec en particulier des très fortes poussées du vote gaulliste, que ce soit en faveur du RPF en 1947 ou au début de la Ve République en faveur du général de Gaulle, puis de Georges Pompidou, donc entre 1958 et 1969-1974. Une région donc qui a fortement évolué sur le plan économique, social, qui s'est urbanisée rapidement, ce qui a entraîné des mutations, des transformations culturelles importantes. Pendant un temps, et notamment dans l'entre-deux-guerres, tout ce qui relevait de la culture bretonne a été considéré comme étant désuet, mais on assiste à un véritable renouveau, un revival, à la fin des années 60, dans les années 70, avec la renaissance des fest-noz, le développement de la musique et de la culture bretonne, la chanson engagée, Servat et d'autres. Et on voit que ce mouvement culturel se bat aussi pour le développement et la sauvegarde de la langue bretonne, ce qui est une mutation considérable, ce qui de négatif devient positif. On voit la vogue des fest-noz. Et depuis quelques années, la Bretagne est devenue une grande région de festivals. Je pense évidemment au Festival interceltique de Lorient ou encore aux Vieilles Charrues à Carhaix, pour ne citer que les plus importants. Ceci montre que cette région de Bretagne s'est fortement modernisée, s'est transformée, tout en étant attachée à ses racines culturelles et linguistiques. L'identité bretonne
est forte dans la région. Elle résiste à une sorte d'uniformisation générale des sociétés capitalistes occidentales. Et je crois que c'est à souligner. Par ailleurs, les Bretons, et je terminerai sur ce point, ont fait preuve de patriotisme lors des 2 grandes guerres mondiales, que ce soit pendant la Première Guerre mondiale qui a fait environ 125 000 morts sur le front, et non pas, comme certains mythes politisés l'ont dit pendant longtemps, 240 000, ce qui a été véhiculé aussi bien par l'Église catholique dans les années 20 que par la fraction d'extrême droite du mouvement breton dans les années 30. La Seconde Guerre mondiale a aussi montré ce patriotisme des Bretons, ce rejet immédiat de l'occupation, cet engagement précoce et multiforme dans la résistance, que ce soit avec les Français libres, puisque la région Bretagne est celle qui a fourni le plus de Français libres proportionnellement, 5 fois plus que la moyenne nationale, la Palme étant détenue de très loin par le Finistère. Et par ailleurs, la résistance intérieure, en dépit d'une répression souvent féroce, s'est développée sous la forme des réseaux d'évasion, évasion par mer, le grand réseau Shelburne en 1944, les réseaux de renseignement. Dès 1940-1941, le colonel Rémy développe le renseignement militaire à Lorient, à Brest, etc. Que ce soit les grands mouvements de résistance, tous sont représentés, le Parti communiste et les FTP, à partir de 40 même et surtout 41, Libération Nord, Défense de la France, l'OCM, l'ORA et j'en oublie. Une région donc qui, tout au long du XXe siècle, a été de plus en plus intégrée à la France, tout en préservant, je le disais, son identité régionale jusqu'à aujourd'hui. Une région qui, on peut le dire, est plutôt progressiste aujourd'hui au niveau des idées, qui est ancrée dans l'Europe et qui, jusqu'à une époque récente, a résisté à la poussée de l'extrême droite. Reste à voir si les choses se confirmeront dans les années à venir.